Bonjour à toutes et à tous. Je prends la suite de Pascal pour ce second webinaire de la matinée pour ceux qui ont déjà suivi le premier à 9h30 nous nous retrouvons, sur le sujet des arrêts de travail et l'indemnisation de la sécurité sociale. Il est 10h29. On va attendre quelques secondes, quelques minutes, que tous les participants, puissent se connecter et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Eh bien, il est 10h30, donc bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire sur les arrêts de travail et l'indemnisation de la sécurité sociale. La matinée se décompose en 3 webinaires. Un premier qui a été lancé par Pascal à 9h30 et là, donc le second, je suis passée de modératrice à justement régisseur, donc pour pouvoir vous présenter ce nouveau webinaire. Alors, quelques informations. Donc, vous pouvez vous poser vos questions par messagerie instantanée que vous trouverez sur votre droite. Justement, Pascal sera à son tour modérateur pour pouvoir apporter des réponses et je répondrai également à la fin de chaque sous-partie à vos questions. Si la présentation projetée ne fonctionne pas, vous aurez un lien intégré dans le chat pour pouvoir accéder au replay et vous avez également la présence d'un assistant Webikeo pour vous accompagner dans tous les soucis techniques. Faisons connaissance, donc je me présente, Claire Dupont, je suis responsable des agences du Nord pour le groupe Apicil, donc je suis basée sur l'île. Je suis experte en protection sociale, donc santé et prévoyance, euh, et je suis ce jour animatrice de webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Apicil, donc c'est un groupe à taille humaine dont la gouvernance est paritaire. C'est également un groupe à but non lucratif car nous avons un statut de groupe de protection sociale. C'est un groupe présent sur l'ensemble des métiers de la protection sociale et également de l'épargne au niveau national. C'est un groupe solide financièrement et un groupe autonome composé de 2649 collaborateurs. Vous avez quelques chiffres clés de 2024 présents en dessous de ma présentation. Au sommaire de ce webinaire, donc en 3 parties. La première partie sur l'indemnisation tripartite, la seconde sur les particularités de l'accident de travail avec un cadre indemnitaire spécifique et la troisième partie, sur l'optimisation économique de l'indemnisation de l'arrêt de travail. Donc l'indemnisation tripartite. Donc tout d'abord, on va parler des évolutions des règles en 2025 concernant, la sécurité sociale. À partir du 1er janvier 2025, donc la durée, maximale d'indemnisation pour les arrêts de maladie, pourra être modifiée. Donc l'objectif est de limiter les arrêts de longue durée non justifiés par une pathologie grave. Donc il y aura un plafonnement à 360 jours d'indemnisation sur 3 ans. Il y a bien sûr certaines situations comme des maladies chroniques, des pathologies graves qui vont bénéficier d'exceptions à ce plafond. Le second temps fort du premier trimestre 2025, c'est le renforcement des contrôles automatisés. Donc la CNAM, hein, la Caisse nationale d'assurance maladie, va déployer des nouveaux outils, a déjà déployé de nouveaux outils numériques pour détecter automatiquement les arrêts de travail potentiellement frauduleux. Justement, ces outils vont permettre d'avoir un suivi plus précis, donc des arrêts en temps réel et d'avoir une coordination, qui va être, accrue entre les médecins, et les employeurs. Ensuite, à partir du 1er juillet 2025, donc demain, une nouvelle version, de la plateforme numérique, Mon arrêt de travail va être mise en place pour avoir une interface qui va être plus intuitive pour les salariés et l'employeur, pour avoir une transmission toujours plus simplifiée et aussi pour renforcer la sécurité, des données. En temps 4, donc en fin 2025, la sécurité sociale va ajuster les critères de calcul des indemnités journalières en prenant en compte notamment l'ancienneté dans l'entreprise, la situation familiale, donc le nombre d'enfants à charge et le type de contrat, CDI, CDD, intérimaire. Donc toutes ces règles vont être, publiées, au plus tard, en novembre de cette année et ce sera une application pour début 2026.
Enfin, le dernier temps fort, de cette législation, ça va être la prévention renforcée sur toute l'année 2025 avec des campagnes qui ont déjà, démarré et qui vont être menées pour sensibiliser aux risques professionnels, à la prévention des arrêts de travail, avec des partenariats qui se sont faits entre la CNAM, les employeurs et les médecins du travail, pour intensifier, ces accompagnements et notamment l'intervention de préventeurs en entreprise pour accompagner sur tout ce qui se fait, actuellement, dans les entreprises. Alors, entrons, maintenant dans le schéma dit tripartite. Donc ici, vous avez le schéma classique, d'une indemnisation. Donc c'est un exemple, hein, bien sûr. Donc c'est une situation d'un arrêt de 90 jours, ici. Vous avez 3 parties. La part sécurité sociale en gris, la part mensualisation, donc l'obligation employeur en jaune et la part du contrat d'assurance complémentaire en vert. Ici, la sécurité sociale va intervenir au 4e jour, donc avec un montant, dans la limite, de 50 de la TA, soit, 53, 31 € par jour actualisé, hem et qui va intervenir donc au 4e jour pendant toute la durée de l'arrêt de travail. À ça, s'ajoutent les obligations employeurs et donc la part mensualisation. Ici, dans cet exemple, la part mensualisation, heu, est de, 30 jours à 90 et ensuite il y a la deuxième période qui va être de 30 jours à 66,66. Toujours dans ce même exemple, puisqu'on va voir les particularités justement après, la part mensualisation et donc la première période va intervenir après un délai de carence de 7 jours. Dans ce contrat d'assurance qui a été souscrit, par l'entreprise X, le contrat va intervenir après une franchise de 10 jours. Donc on va prendre en fait le relais de l'obligation employeur pour compléter les prestations à hauteur de 80 du brut, y compris indemnité, journalière sécurité sociale. Et ces 80 du brut vont être versés, que ce soit dès le début, donc au début de la franchise, donc à 10 jours, mais aussi pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Donc là, on voit bien, hein, les 3 parties, la schématisation de qui intervient et quand. Justement, pour, appréhender les différentes franchises possibles, la sécurité sociale interviendra au premier jour en cas d'accident ou maladie professionnelle. C'est pour ça que dans l'exemple ici, on était dans une maladie non professionnelle puisque la sécurité sociale intervenait, pardon, pour les ma au 4e jour. Il y a également les franchises employeurs. Donc la période de franchise employeur, elle va dépendre, de la convention collective qui va pouvoir justement réduire ce délai de 7 jours, ou voire même, l'éliminer, totalement. Mais le délai standard, d'attente avant, la complémentation de salaire, elle va être de 7 jours. À ça, il va y avoir les franchises du contrat, hein, que vous allez souscrire pour votre, prévoyance et pour votre, couverture notamment, d'indemnité journalière complémentaire et là, ça va être au choix lors de la souscription du contrat. Donc j'ai pris, ici les exemples de franchises les plus courants, mais vous pouvez avoir donc, soit 0 jours de franchise, vous pouvez avoir 10 jours de franchise, 30 jours, 60 jours ou 90 jours. 180 jours, c'est tout à fait possible également. Le choix va se faire, un en fonction de votre convention collective, 2 en fonction des risques de votre société et de ce que vous allez vouloir couvrir. Vous allez avoir, si vous avez par exemple, plus, d'arrêt de travail, au-delà de 30 jours, entre 30 et 90 jours, vous avez un tiers de votre population qui est en arrêt de travail. Là, vous allez peut-être vous dire: «Moi, je vais prendre une franchise plus courte pour pouvoir, heu, ne pas avoir à compléter intégralement le salaire jusqu'à 90 mais laisser ça, à l'appréciation de la prévoyance, de mon organisme de prévoyance». Et donc là, ça va être effectivement un calcul à faire en fonction de vos risques, en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction de votre convention collective. Justement, donc j'ai ici pris, 3 exemples de conventions collectives pour vous montrer les différences qu'il peut y avoir, au sein de chacune. Donc la première convention, c'est la convention collective de la CCN 66. Donc ici, il y a pour le personnel non cadre, il y a une indemnisation employeur qui va se faire après 12 mois d'ancienneté pour maladie. Donc avec une franchise fixe à 90 jours pour ceux qui n'auraient pas, justement les 1 an d'ancienneté. Il y a pas de condition, d'ancienneté si c'est un accident de travail. Le maintien de salaire est plus favorable que la loi puisque vous avez 100 du salaire net pendant 3 mois pour alors il y a une différence, il n'y a pas de différence justement en fonction de l'ancienneté. Donc mais par contre, il y a bien la première période de 100 du net. Tout à l'heure, on était à 90 du brut, puis 50 du net sur la seconde période.
Le maintien de salaire, s'effectue donc sur le net et les périodes d'indemnisation, ne sont pas en fonction de l'ancienneté puisque là, vous voyez, sur l'exemple, il y a 3 ans d'ancienneté et 15 ans d'ancienneté et pourtant c'est la même chose. Pour la CCN de l'esthétique, donc là, on a pris, le personnel cadre. Vous avez également avoir une indemnisation employeur après 12 mois d'ancienneté. Hem, Après 12 mois d'ancienneté, donc la franchise, elle va être, également, en fonction, du temps elle va être en fonction du temps de travail. Donc 4 ans d'ancienneté ou 11 ans d'ancienneté ou 12 ans d'ancienneté, vous allez avoir les 2 périodes également, donc 90 pendant 30 jours, puis 80 où là, ça va être pendant 30 jours pour les 4 ans d'ancienneté et pendant 50 jours, pour, les, 11 ans d'ancienneté. Alors je ne vois plus mon support, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Concernant, donc pour les salariés ayant pardon, un moins d'1 an d'ancienneté, il y a aucune indemnisation prévue dans le cadre de cette convention collective-là. Pour la convention collective du transport, l'indemnisation employeur sera également après 12 mois d'ancienneté pour maladie, donc là on est sur les non-cadres. Il y a une indemnisation après 12 mois d'ancienneté, il y a une franchise de 5 jours seulement pour les arrêts de travail, pour maladie. Il y a un maintien de salaire plus favorable que la loi avec 100 du net du système au 40e jour, puis 75 du net du 41e au 70 jours, où tout à l'heure on était à 66,66 du brut. Il y a une franchise de 3 jours si hospitalisation et il y a aucune indemnisation qui est prévue également pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, dans la slide précédente, on voyait, le cadre réglementaire global, classique, de l'indemnisation de l'arrêt de travail. Ici, vous voyez bien qu'en fonction des particularités conventionnelles, vous allez vous adapter à ce que vous devez faire en termes de franchise, en termes de maintien de salaire employeur. Et donc en fonction de ça, il y aura un complément de prévoyance qui prendra le relais ou qui viendra, déjà, en complément de ce que, vous allez verser en tant qu'employeur. Alors ici, c'est l'exemple du parcours indemnitaire pour expliquer un peu dans les grandes lignes, qui fait quoi, et notamment, la notion de tripartite qu'on peut retrouver également ici. Donc la première partie, c'est forcément la déclaration de l'événement qui doit se faire par l'employeur, auprès de l'organisme assureur afin de pouvoir indemniser. C'est bien, l'entreprise qui est liée contractuellement à l'organisme de prévoyance et non le salarié et donc on versera les prestations d'incapacité de travail directement à l'entreprise. L'instruction du dossier, donc forcément l'assureur va instruire le dossier, va vérifier les documents qui seront transmis et ensuite il y aura la validation, pour prendre en charge la prestation. Il y aura ensuite le versement des indemnités selon les garanties du contrat qui seront prévues et il y aura un suivi régulier afin de, ajuster les versements en fonction des bases de sécurité sociale. On interviendra toujours en complément de la sécurité sociale et donc nous avons besoin de connaître les montants, versés par la sécurité sociale en base. D'où, les décomptes, IGSS ou le service Prestige. Pour clôturer cette première partie, sur l'indemnisation tripartite, donc pour ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a 3 parties prenantes, la sécurité sociale, l'employeur et la prévoyance complémentaire. Il y a des franchises distinctes, que ce soit, pour la sécurité sociale, l'employeur ou la prévoyance complémentaire. Avec des possibilités d'améliorer les garanties au-delà des obligations, toujours en respectant le minimum, conventionnel. Il y aura aussi une adaptation de votre contrat de prévoyance en fonction des situations personnalisées, de la situation personnalisée de votre entreprise. Comme je vous l'ai dit, en fonction du nombre d'arrêts de travail, en fonction de l'appétence, mais aussi en fonction du souhait de, fidéliser ou d'attirer, des salariés au sein de votre structure. Hier justement, je discutais avec une structure qui me disait: «Bah, moi je préfère, couvrir un peu plus, l'invalidité puisque derrière, s'il y a un risque d'invalidité au sein de mon entreprise, je préfère assurer à mes salariés d'être couverts, jusque, leur départ à la retraite». Voilà, après même si la convention collective impose un minimum, on peut toujours faire mieux. Donc ça va dépendre aussi de l'appétence, de la structure et des besoins de la structure. Il y a un formalisme juridique à respecter, heu forcément une mise en place par DE ou accord d'entreprise pour pouvoir, déroger à la base conventionnelle. Est-ce que Pascal, il y a des questions sur cette première partie? Alors vous n'allez pas entendre Pascal puisqu'il est en voix off, comme moi sur le webinaire précédent, mais je vais regarder dans le chat.
Eh bien, il n'y a pas de questions, elles vont peut-être arriver au fur et à mesure. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être un décalage entre, le moment où vous allez poser les questions et le moment où il y aura une réponse de ce fait. Et j'accorderai un temps, à la fin, à la toute fin du webinaire pour répondre à l'ensemble des questions de toute façon. Eh bien, je vous propose de passer à la seconde partie sur l'accident de travail. Donc l'accident de travail, un cadre indemnitaire spécifique et là, on va voir, quelles sont ses spécificités. Donc les particularités de l'accident de travail, donc déjà, c'est une caisse unique. Il y a un financement qui est 100 employeur. Il y a la notion d'incapacité permanente qu'on va voir juste après. Les prestations sont plus favorables puisqu'il y a une plus importante partie, gérée par la sécurité sociale et une garantie qui est acquise dès l'embauche. Il va y pas y avoir de délai de franchise, de mois d'ancienneté, dans l'entreprise. Alors l'indemnisation plus favorable que l'arrêt de maladie, donc tout à l'heure on a vu, la maladie non professionnelle, l'accident de travail déjà comment elle va être, qu'est-ce qui est considéré comme un accident de travail peut-être? On va déjà se poser les bases, c'est-à-dire qu'il y a un accident c'est un accident qui est lié avec l'activité, professionnelle, de l'entreprise, de la victime, pardon. Donc il y a un cadre réglementaire, hein, donc avec une déclaration, lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail. Donc déjà, il doit informer son employeur dans les 24 heures. L'employeur a quant à lui l'obligation de déclarer l'accident à la CPM ou à la MSA dans un délai de 48 heures. Pendant l'arrêt de travail, donc le contrat du salarié est suspendu, mais il y a une protection spécifique. En cas d'inaptitude, on verra justement la différence, juste après et puis il y a la responsabilité de l'employeur puisque l'employeur a une obligation de sécurité, envers ses salariés, hein, dans le code du travail. Donc il doit prévenir les risques professionnels et mettre en place des mesures adaptées comme la formation, la protection et la fourniture d'équipements. Donc l'accident de travail par rapport à la maladie non professionnelle, donc déjà l'indemnisation est immédiate, vous avez bien vu, dans le schéma précédent, qu'il n'y a pas de délai de carence. L'indemnité est plus élevée puisque l'indemnité, sécurité sociale, heu, n'est plus élevée que celle de de la maladie non professionnelle. Il y a une prise en charge complète des soins liés à l'accident de travail qui peut être prise en charge, contrairement à la maladie non professionnelle où il peut y avoir une partie partielle des soins. Généralement, il y a quand même, simplement votre couverture de mutuelle qui va prendre en charge les soins. Pour l'accident de travail, la rente, est, viagère ou en fonction, du temps, de l'activité qui est suspendue. De l'autre côté, sur la rente, de la maladie non professionnelle, sera limitée à 3 ans et ensuite il y aura une rente d'invalidité possible, une reconnaissance d'invalidité possible en fonction du degré d'incapacité. Alors que l'accident de travail, ce sera jusqu'à la guérison ou jusqu'à la reprise de l'activité, par le salarié. Donc justement, hein, là, on parlait, d'invalidité et d'inaptitude. Donc qu'est-ce que l'invalidité et l'inaptitude? On a souvent, hein, la confusion entre, ces 2 volets, heu, qui ne sont pourtant, pas similaires. Donc déjà le code, de l'invalidité, l'invalidité est régie par le code de la sécurité sociale versus le code de du travail pour l'inaptitude. Le médecin consulté pour l'invalidité, ce sera le médecin conseil, de la CPAM, alors que l'inaptitude, ce sera la médecine du travail. Les événements qui sont concernés. Ici, dans l'invalidité, vous allez avoir une réduction de la capacité à travailler, d'ordre non professionnel contre une inaptitude qui est une atteinte physique et ou mentale d'origine professionnelle avec une reconnaissance par la médecine du travail. Il y a la durée de la notification qui, de ce fait, en invalidité est provisoire contre définitive pour l'inaptitude. La classification, puisqu'en invalidité, il existe 3 catégories. Alors qu'en inaptitude, on va avoir un taux défini selon l'emploi occupé et la durée de l'indemnisation, donc pour l'invalidité, elle sera versée jusqu'à l'âge légal de la retraite, alors que pour l'inaptitude, il y aura une rente viagère, si, le taux est supérieur à 10 si la reconnaissance, d'inaptitude est supérieure à 10. Alors pour l'invalidité, hein, les personnes invalides sont classées, dans 3 catégories, je vais revenir dessus. Donc, la première catégorie, c'est, heu, un invalide capable, pardon, d'exercer une activité rémunérée. Ensuite, absolument incapable d'exercer une profession, quelconque. Et enfin, la troisième catégorie, absolument incapable d'exercer une profession et se trouvant justement dans l'obligation de recourir à une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et l'indemnisation ne sera pas la même. Pour l'inaptitude, donc l'inaptitude, médicale au travail, donc c'est, comme je vous l'ai dit, l'état de santé physique ou mental du salarié qui est devenu, incompatible avec le poste qu'il occupe. C'est donc une reconnaissance, par la médecine du travail qui doit réaliser un examen, médical, hein, du salarié et procéder à une étude de son poste de travail. Donc encore une fois, c'est complètement différent de la maladie, non professionnelle et de l'invalidité. Donc là, le médecin du travail va constater, Soit si soit il me constate justement qu'il n'y a pas de mesure, d'aménagement du poste, ou de transformation du poste de travail et dans ce cas-là, l'état de santé du salarié justifie un changement de poste et donc il peut le déclarer inapte au poste qu'il occupait au préalable et là, ça va obliger, hein, je parlais tout à l'heure d'obligation, de l'employeur, mais ça va obliger l'employeur à rechercher un reclassement pour le salarié. Soit, Soit il peut pros si ce n'est pas possible, hein, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé reconnu ou il peut aussi y avoir un refus, du salarié qui, ne veut pas, du poste proposé. Dans ce cas-là, il y aura possibilité de procéder au licenciement de la personne en inaptitude. Alors, en conclusion, donc les particularités de l'accident de travail, donc une reconnaissance, de l'accident de travail, doit se faire, par la médecine du travail. Il y a un accompagnement de l'employeur. C'est vraiment une particularité puisque de l'autre côté, il peut y avoir l'accompagnement, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Il y a le niveau d'indemnisation qui n'est pas le même, tant sur la franchise que sur, la partie sécurité sociale et vous avez bien vu donc les différences entre l'inaptitude et l'invalidité, hein, qui, ne se sont pas traitées de la même manière et qui n'impliquent pas les mêmes, interventions, des parties, prenantes. Alors, Pascal, donc je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Peut-on faire un dossier de prévoyance sur les maternités quand l'arrêt, est de 6 mois, par exemple, avec arrêt maladie avant? Peut-on faire un alors ça va dépendre de la convention collective de laquelle, vous allez, dépendre, parce qu'il y a des conventions pour lesquelles, heu, l'arrêt maladie, alors au-delà de 6 mois, donc dans tous les cas, là, au-delà de 6 mois, il faut que ce soit une maladie, hein. L'arrêt maladie, l'arrêt, pardon, de maternité n'est pas un arrêt de maladie, pardon. Heu, Vous pouvez faire un dossier de prévoyance quand l'arrêt est de 6 mois, s'il y a une pathologie et donc une reconnaissance d'une maladie. Mais sinon, non, il y a pas s'il y a pas de lien, il y a pas de ces prévoyance à monter. Quelle est la différence entre l'accident de travail et l'accident de trajet? Bah, l'accident de trajet va se faire pour se rendre justement au travail et il va y avoir une reconnaissance différente avec une indemnité différente entre les 2, les 2, les 2. Entre l'accident de travail et l'accident de trajet, l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas la même. L'arrêt maladie est viagère. Que se passe-t-il si l'entreprise ferme? Bah, si l'entreprise ferme, l'indemnisation, continue, de la même manière. Avons-nous d'autres questions, Pascal? Peux-tu revenir sur les caractéristiques de l'invalidité? Pourquoi elle est-elle provisoire? En fait, l'invalidité, il y a une reconnaissance d'invalidité qui est faite en fonction de la catégorie, d'invalidité. Elle peut être provisoire parce que la personne peut, il y a une révision, hein, qui se fait, par la sécurité sociale, en fonction, de la catégorie auquel vous appartenez. Ce n'est pas viagé, il y a une reconnaissance qui doit se faire et qui est reconduite, en fonction du degré, d'invalidité reconnu. Il peut y avoir une amélioration de l'état, par exemple. Alors que pour l'inaptitude professionnelle, la rente, sera la même, quelle que soit la situation du salarié. Alors je vais passer à la troisième partie, peut-être que d'autres questions vont arriver, au fur et à mesure et j'y répondrai après. Alors, l'optimisation économique sur l'indemnisation de l'arrêt de travail. Donc la contribution les contributions de prévoyance de l'employeur avec une optimisation fiscale, ici vous avez,
une une fresque qui vous permet de voir, ce qui peut être mis, en place. Donc les contributions, donc au travers des cotisations de l'employeur, il y a une déductibilité fiscale pour réduire le coût global pour l'entreprise. Il y a une exonération, hein, des charges sur les cotisations, hein, dans les limites de l'URSSAF. Il y a une optimisation des coûts, puisque derrière vous allez avoir une meilleure couverture et une moindre charge réelle. Il y a un atout RH, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une image de marque, de l'employeur, de l'attractivité, une fidélisation des salariés et des options possibles à mettre en place. Donc ça, comme vous voyez, hein, sur la fraise, vous avez la partie obligatoire, donc vous êtes obligé de contribuer à un régime de prévoyance à hauteur de, en fonction de votre convention collective, 50 60 de du coût global de la cotisation. Hem Et puis en optionnel, bah, vous pouvez faire plus et dans ce cas-là, vous allez mettre de meilleures garanties, vous allez mettre une meilleure participation employeur et bien sûr vous couvrir derrière aussi par un formalisme juridique, adéquat. L'organisme que vous allez rejoindre en prévoyance va vous accompagner, hein, en fonction de votre situation personnalisée, comme je le disais, au début, de ce webinaire. C'est un travail, en étroite collaboration pour vous apporter le conseil, qui va correspondre à votre situation individuelle. Donc ici, vous avez le schéma fiscal, du maintien de salaire. Vous allez avoir les indemnités sécurité sociale. Donc, il y a une exonération des charges sociales sur les indemnités sécurité sociale brutes, mais par contre, elles sont imposables pour le salarié. Ensuite, en gris plus foncé, vous allez avoir la période de mensualisation, comme le premier schéma dont on a vu tout à l'heure, avec la première partie pendant 30 jours à 90% et la seconde partie, donc c'est encore un schéma classique, hein, et la seconde partie pendant 30 jours à 66,66%. Ici, pendant cette, période de maintien de salaire employeur, il va y avoir également des charges sociales et cette partie sera également imposable, pardon, pour le salarié. Ensuite, vous allez avoir le contrat de prévoyance. Ici, dans cet exemple, on n'a pas pris comme tout à l'heure le 10 jours justement, où on intervient en complément et à la place de, l'employeur, mais plutôt en relais. On va intervenir au-delà de ce que doit faire l'employeur, c'est-à-dire qu'au-delà des 66,66%, on va couvrir jusque 80 du 37e jour au 60e jour, 67e jour, puis au-delà de 60 du 67e jour, on va compléter les obligations de la sécurité sociale jusque 80 directement pendant la durée de l'arrêt de travail, maximum 1 095 jours. Cette partie, donc cette franchise dite en relais, hein, donc on va verser des indemnités journalières complémentaires. Elle va être imposable pour, ces indemnités journalières complémentaires vont être imposables pour le salarié également. Par contre, l'exonération des charges sociales va être, en fonction de combien va financer, comment va être financée, la part employeur et la part salariée sur la garantie incapacité de travail. Que on va le voir juste après, hein, donc là, la part cofinancée, la part parce qu'en fait, justement, la part cofinancée par le salarié va elle, être exonérée de charges sociales, que ce soit plus clair. Donc les obligations des cotisations pour les indemnités journalières complémentaires. Sur la part financée par l'employeur, il va y avoir les cotisations de sécurité sociale qui vont être dues et la CSG-CRDS. Pour la part financée par l'employé, pardon, la CSG-CRDS ne va pas être due et les cotisations de sécurité sociale non plus. Encore une fois, sur les prestations qui vont être versées par, l'organisme de prévoyance. Il y a des particularités, conventionnelles pour le financement de cette garantie d'incapacité. Donc il y a certaines conventions qui prévoient des modalités spécifiques pour le financement de cette ligne d'incapacité de travail. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans les cotisations de certaines conventions, invalidité, décès, incapacité, où vous allez avoir employeur à la charge de l'employeur, à la charge du salarié et vous allez avoir des répartitions, qui vont être différentes. Pourquoi? Bah, justement parce que la répartition des cotisations, va avoir un impact, dans les contributions sociales derrière. Donc la part patronale obligatoire est plus élevée que la part salariale dans certaines conventions collectives. Il y a souvent un niveau minimal de garantie à respecter, qui est souvent plus favorable que le cadre légal dont on a vu, tout au début.
Il y a une obligation d'adhésion à un organisme de prévoyance, qui va être désigné ou recommandé par la convention collective. Il y a des délais de carence, ou des durées d'indemnisation spécifiques selon les branches. Il y a aussi certaines branches qui vont indemniser, pendant 360 jours ou 180 jours et ensuite, il n'y aura plus de prévoyance parce que c'est comme ça que l'accord de branche a été, mis en place. Ça s'impose, hein, à l'entreprise, hein, et aux employeurs qui doivent donc, respecter, ces minimums conventionnels et l'intégrer dans les contrats collectifs. Mais on peut toujours faire. Alors pour que ce soit plus clair, je vous ai pris, une convention collective qui justement applique une répartition différenciante sur l'incapacité, temporaire de travail. Et ici vous avez donc l'exemple de la CCN 66. Vous allez avoir à gauche les cotisations cadres et non cadres, donc qui vont être dissociées en fonction du risque. Et sur la droite, vous allez avoir, la répartition employeur-salarié, également en fonction du risque. Et sur la ligne incapacité temporaire, vous voyez que, elle est intégralement à la charge du salarié. Comme je vous l'ai dit, ça va avoir un impact après, dans l'exemple que je vais vous montrer, ça va avoir un impact sur le montant des indemnités journalières qui vont être versées, heu, aux salariés, enfin à l'employeur et aux salariés. Certaines conventions le prévoient déjà. Donc ici, il y a bien une contribution salariale à 100 de la cotisation d'incapacité. Il y a une contribution employeur qui porte sur les autres garanties, donc notamment, l'assujettissement à l'article 39 de la CGI, donc avec la pour avoir la déductibilité de la cotisation. Lors de la prestation, les indemnités journalières sont du coup exonérées de charges sociales. Les indemnités complémentaires sont exonérées de charges sociales car il y a une contribution du salarié au financement, alors que dans un régime classique, hein, il va y avoir justement que les charges sociales qui vont être limitées à la part qui va être financée entre l'employeur et le salarié. Et donc il y a forcément un gain, hein, que ce soit pour l'association, pour l'entreprise, puisque le fait de souscrire à une assurance optionnelle pour la prise en charge, il n'y a plus besoin en fait de souscrire à une assurance optionnelle pour la prise en charge, du montant forfaitaire des charges sociales, ce qui est une option, possible dans le cadre des contrats de ceux qui n'auraient pas cette, répartition-là. Alors ici, pour comprendre de manière schématique, donc effectivement, il y a l'optimisation sur le scénario 1 et le scénario 2. Donc ici, dans le scénario 1, sur un régime de prévalence qui est le même à 2,33 hein, sur la cotisation, globale, avec une répartition, où vous avez, une contribution à 100 sur le côté de la CSM 66, alors que dans le scénario 1, vous avez une contribution à 48. Ça va impacter automatiquement les charges sociales, puisque d'un côté, vous allez avoir 4 € et de l'autre côté, 0 € et donc les IJ nets ne seront pas les mêmes et beaucoup plus importantes dans le cadre de la CCN 66. De la même manière, hein, la fiscalité, CSG-CRDS, va faire réduire cette IJ nette, mais de manière plus significative dans le scénario 1. D'où l'intérêt d'avoir une répartition qui peut être plus avantageuse, tant pour le salarié que pour la société au niveau, de l'incapacité. C'est une optimisation fiscale possible. Donc l'optimisation économique, donc ça se traduit par une exonération des cotisations, une répartition du financement des risques plus avantageuse, notamment sur la ligne incapacité de travail, et des conventions collectives qui mettent un cadre réglementaire déjà plus avantageux afin de permettre, une déductibilité fiscale, intéressante pour les salariés et pour les entreprises. Alors, je vois que Pascal m'a apporté des questions. Alors, peut-on revenir sur le traitement des indemnités journalières prévoyance sur le bulletin de paie brut ou net? Alors, en fait, on va verser, des indemnités journalières à l'entreprise, brute qui va devoir les mettre sur le bulletin de paie pour les soumettre à charge et verser du net, aux salariés. On prend quelle base de cotisation pour la répartition, la cotisation globale? Alors là, c'est pour ça qu'il faut avoir, comme pour la convention collective, 66, vous voyez? Il faut avoir le détail en fonction du risque ici, décès, rente éducation, rente handicap et incapacité temporaire pour pouvoir, justifier de cette prise en charge plus importante par le salarié ou par l'employeur.
Alors, je reviens sur la validité. Alors je le lis peut-être pas dans le bon sens, hein, excusez-moi, mais je remonte. Je reviens sur la validité, j'ai compris la notion de provisoire. OK. Mon assureur me demande une situation consolidée. C'est obligatoire pour être indemnisé. Quel retour d'expérience sur cette situation? Alors effectivement, quand on monte un dossier, d'invalidité, on va demander l'antériorité avec, les arrêts de travail précédents, de savoir ce qui s'est passé en situation antérieure pour pouvoir savoir qui va indemniser et quel organisme, en fait, va indemniser si vous avez, par exemple, changé d'organisme assureur. C'est peut-être le cas. Enfin là, il va falloir peut-être, regarder la situation de manière individuelle, mais effectivement, on peut demander votre organisme peut demander, l'antériorité de ce qui s'est passé avant pour pouvoir savoir déjà le montant, si c'est lui qui doit intervenir et le montant de son indemnisation. On va devoir reconstituer, hein, bien sûr, la notion de reconnaissance d'invalidité. Il y a d'autres questions, Pascal? Bon, en tout état de cause, comme sur le premier webinaire, nous vous accompagnons, hein, pour, poursuivre ces échanges et pour vous accompagner dans vos situations individuelles et personnalisées. Donc vous pouvez, scanner le QR code. Il me semble que Pascal a également, mentionné tout en haut du chat son adresse mail pour que vous puissiez, il va vous réorienter vers le conseiller de proximité le plus proche pour répondre à vos questions individuelles, s'il y en a au-delà de celles qui vont être posées au travers de ce chat. Donc n'hésitez pas, que ce soit à, scanner, ce QR code ou à solliciter Pascal au travers de son adresse mail pour être mis en relation avec un conseiller de proximité. Il sera un plaisir de venir, vous rencontrer. Alors brut, net, quel pourcentage à mettre en brut si population non cadre? Quel pourcentage à mettre en brut, par rapport à quoi? Alors là, il va falloir préciser un peu la question parce que du coup, je ne sais pas si vous parlez des garanties, de l'indemnité complémentaire? Peut-être que c'est en lien avec une question précédente? J'avoue que du coup, je suis un peu, dans le flou artistique de la question parce que je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Est-ce que tu as eu des informations complémentaires, hein? Je n'entends pas Pascal, hein, puisqu'il n'a pas de micro. Un peu plus d'informations, versement de somme d'aide, formation, intérêt. Alors, doit-on revenir au brut dans la fiche de paie? Quel est le pourcentage de CSG-CRDS? Qu'est-ce qu'on alors là, je vous avoue que j'ai pas l'information. Alors, je vais passer à la question suivante sur le mi-temps thérapeutique. Alors, sur le mi-temps thérapeutique, effectivement, ça on n'a pas du tout abordé cette notion, lors de ce webinaire. Le mi-temps thérapeutique est, géré, de manière différente puisque le mi-temps va être, géré à 50 par la sécurité sociale, à 50 par l'employeur qui va, payer le salarié pour les 50 du travail effectué. Donc il y a, dans très, très peu de cas, l'indemnisation, du contrat de prévoyance, hem et donc d'indemnisation de versement d'IJ complémentaire. 50 sécurité sociale, 50 employeur. Alors Pascal me dit que voilà, qu'il y a pour pouvoir traiter la situation, concernant le brut, heu, eh bien vous pouvez, joindre Pascal ou moi-même, hein, comme ça on va regarder, dans votre situation individuelle, ce que vous entendez, parce que là, sans échanges oraux, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je veux bien revenir, sur cette notion-là, mais je ne pense pas que ce soit sur ça. Puisque là, on était sur des IJ nets puisque, le la convention collective, verse en net.
On vous invite, hein, à nous contacter directement, hein, pour qu'on puisse regarder vos situations individuelles, bon, et puis en fonction, de vos besoins. Eh bien, je vous remercie pour votre, participation. S'il n'y a plus de questions, j'espère avoir été claire, avoir répondu au travers de ce webinaire, à vos attentes, hein. Le 3e webinaire va suivre avec, Pascal et Albine, qui vont vous accompagner sur des clés de lecture et plutôt sur des, solutions à vous apporter pour limiter les arrêts de travail. Alors Pascal me dit encore une question. Alors je reste, dans tous les cas, connectée pour pouvoir répondre aux questions. Comment fonctionne l'indemnisation dans le cadre de la portabilité? Alors dans le cadre de la portabilité, c'est marrant, nous avons exactement la même question au webinaire précédent. Dans le cadre de la portabilité, les garanties en fait, du contrat de prévoyance sont maintenues dans les mêmes conditions, que ce soit en mutuelle ou en prévoyance. Mis à part qu'on verse directement aux salariés. Voilà, c'est tout. Bien, merci pour votre participation et vos questions. Je vous invite à suivre le webinaire suivant avec Pascal et Albine, qui vont vous donner, des clés de lecture et donc des solutions, en tout cas en fonction de vos situations personnelles pour, limiter vos arrêts de travail, et je vous dis à la prochaine lors du webinaire, sachant que je serai la modératrice du webinaire suivant. À bientôt et merci de votre participation. Bonne journée, au revoir.